facile. Armand Rohard est parti avec sa femme sur la plage du Grand Décal. Ils sont partis en amoureux. Il y a eu une grosse vague, paraît-il. Ils se sont baignés, il y a eu une grosse vague. Les premières rumeurs, c'était on avait retrouvé le maire de Peuplingue évanoui et quasiment à moitié nu sur la plage. Dans la nuit, on a retrouvé sa femme aussi, qui était morte. Nous, on l'a dit qu'il l'a tué. Dans le village, oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il est coupable. Et ça reste prouvé, hein. Moi, je ne l'aimais pas. Hein. Ah non, je l'aimais pas. Ah non. C'est une histoire extraordinaire. Une très très belle histoire. Il y a tout dedans. Était-ce un accident? Était-ce un crime? Toute l'affaire débutait à ce moment-là. Armand Rohard avait-il assassiné sa femme? Vendredi 9 juin 1967, Armand Rohard, maire de Peuplingue, et son épouse partent se baigner. Quelques heures plus tard, Jacqueline Rohard est découverte, morte, apparemment noyée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais au gré d'une accumulation de circonstances douteuses, de rumeurs insistantes et de jalousie, le maire devient le coupable idéal. L'affaire Rohard devient celle d'un notable à abattre. La falaise du Cap Blanc-Nez tranche brutalement l'horizon plat du Pas-de-Calais. Cet après-midi-là, l'air est doux. Assez pour qu'un couple d'agriculteurs décide de s'échapper des travaux de la ferme. Vendredi 9 juin 1967 à 15h30, Armand Rohard et son épouse se rendent sur la plage. 2 à 3 fois par an, ils viennent prendre un bain de pied. Ni l'un ni l'autre ne savent nager, comme beaucoup à cette époque. Pourtant, ce jour-là, ils vont aller plus loin. Quelques minutes plus tard, Armand Rohard gît inconscient. Son épouse a disparu. 6 heures s'écoulent. Il part chercher de l'aide. À moitié nu, délirant, on le transporte à l'hôpital de Lille. Jacqueline, son épouse, sera retrouvée morte sur la plage à 4h30 du matin, apparemment noyée. Le 10 juin 1967, les 450 habitants de Peuplingue découvrent à la une des journaux un accident incroyable. On vient de retrouver un homme dans le coma et le cadavre de son épouse. Le village situé entre Calais et Boulogne-sur-Mer est sous le choc. L'homme, c'est Armand Rohard, le maire de Peuplingue, le notable le plus en vue de la région. Marié depuis 20 ans avec Jacqueline, père de 4 enfants, il dirige la Bien Bâtie, une exploitation agricole qui emploie une 60aine de personnes. François Malaret est l'un des premiers à recueillir l'émotion des villageois pour Nord-Éclair, le journal local. On pouvait penser à un accident, d'autant plus que Armand Rohard était un personnage très important. N'oublions pas que c'était le maire du village. C'était quelqu'un qui, en quelques années, était devenu très riche. C'était quelqu'un qui avait tous les droits sur la population, sachant qu'il en employait à peu près la moitié. Armand Rohard témoigne. 40 ans après le drame, il évoque avec difficulté le souvenir de cette tragique baignade. On s'est d'abord assis sur la plage, puis on est parti dans l'eau. La mer était là, assez près. Personnellement, je suis aussi
tombé à ses côtés, enfin, en essayant de la tirer. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus rien pour sauver ma femme, hein, je me suis traîné pour essayer de m'en tirer. Et c'est étonnant que je ne sois pas mort à côté d'elle. Hein. Le 14 juin, 5 jours après le drame, tout le village se retrouve derrière son maire pour les funérailles de Jacqueline Rohard, celle que l'on appelait affectivement la patronne. À 10h30, le cortège s'ébranle. D'abord le personnel de la ferme, puis les amis et la famille. En tout, 1 millier de personnes. Plus que ne peut en contenir la petite église de Peuplingue. La messe est dite par l'abbé Fenet, le curé de la paroisse et l'un des proches de la défunte. Mais alors que les cloches sonnent, un coup de téléphone retentit dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Je m'appelle Karl Jacob. Je suis un ancien légionnaire. J'ai la preuve que c'est le maire qui a tué sa femme. Le coup de théâtre. Dès la sortie du cimetière, le maire est arrêté. L'affaire Rohard débute. On l'appelle le Turc. Karl Jacob est un ancien légionnaire. Il vit à Peuplingue depuis 20 ans. Une figure fantasque et énigmatique. La preuve qu'il confie à la police judiciaire est une bande magnétique. 1 an auparavant, il a enregistré une conversation avec Armand Rohard. Sur cette bande, le maire demanderait à Karl Jacob de l'aider à tuer son épouse. Cet enregistrement provenait d'un personnage tellement bizarre, tellement suspect, qu'on se demandait si c'était du lard ou du cochon. Karl Jacob vit dans un chalet loué à la famille Rohard. La Villa Soraya, une maison aussi mystérieuse que son locataire. François Marsal a été l'un des premiers à l'interviewer pour La Voix du Nord. C'est un petit bonhomme assez sec. En fait, on l'appelait le Turc, mais il était d'origine iranienne. Hein. Je pense que Karl Jacob, ça ne devait pas être son vrai nom, parce que c'est bien sûr pas un nom du tout iranien. C'est vraisemblablement son nom de légionnaire. La bande magnétique, c'était un enregistrement qui avait été fait 1 an plus tôt. Autrement dit, la preuve du crime avait été enregistrée avant le crime. Il faudrait trouver du curare. On en enduirait une punaise que je placerai sur le siège de la déesse. Il paraît que la mort est immédiate. La voiture de ma femme s'écraserait sur un arbre et on conclurait à un accident. Mais enfin, pourquoi voulez-vous tuer votre femme? Vous savez bien que c'est à cause d'Odile, ma maîtresse. Je voudrais refaire ma vie avec elle. Mais pourquoi ne pas divorcer? C'est impossible, ça me nuirait. Dans les campagnes, chez les chrétiens, là où on va à la messe tous les dimanches, on ne divorce pas. C'est impensable. Le maire divorcé, c'est comme si vous parliez de faire divorcer le président de la République, c'est pareil. On ne divorce pas. Donc, il n'y avait qu'une solution, c'était le veuvage. Armand Rohard aurait tenté de convaincre Karl Jacob à plusieurs reprises de tuer sa femme. Pour éviter toute implication, le légionnaire aurait utilisé son magnétophone lors d'une visite du maire. Et puis tout d'un coup, on entend dans la bande, mais qu'est-ce qu'il y a, vous m'enregistrez là? Quelque chose comme ça. On entend ça. Et donc, il a vu qu'il y a un enregistreur qui tourne. Et puis Rohard s'en va et revient et lui dit, allez, donnez-moi cette bande, donnez-moi cette bande. Jacob lui donne la bande en question. Rohard s'en va, écoute la bande. C'était un enregistrement d'Aïda. Aïda de Verdi, un opéra. N'empêche que la vraie bande, Jacob, qu'on disait un petit peu limite au QI pas très élevé, Jacob avait pensé à changer la bande en 10 secondes peut-être. Puisque cette vraie bande, on l'a entendue. S'il reconnaît avoir rencontré à plusieurs reprises Karl Jacob, Armand Rohard a toujours contesté le contenu de l'enregistrement. Jacob
C'est la fourberie persane, hein. C'est un montage. C'est des coupures, des additions, etc. Il a pris ce qui lui convenait, et puis il y a plusieurs coupures, certainement, ça ne peut pas être autrement. Armand Rohart a consigné scrupuleusement sa version des faits dans son épais cahier. Par précaution, Karl Jacob a confié de son côté des copies de l'enregistrement aux époux Dufour, les épiciers de Peuplingue. En septembre 1966, 10 mois avant le drame, ils sont les premiers à entendre le son de la bande. Jacob est venu un soir, il a remis cette bande, il a fait écouter la bande à mes parents. Et d'après mes parents après, il a dit je vous laisse la bande parce que je suis plus en sécurité, j'ai peur qu'on vienne me la voler ou quelque chose comme ça. Quelques mois avant la tragédie, Karl Jacob aurait averti Jacqueline Rohart de ce funeste projet. Quand Yves Broussier l'interrogeait, mais pourquoi est-ce que vous avez tendu ce piège à Rohart? Pourquoi est-ce que vous avez enregistré cette conversation avec lui? La seule réponse qu'il faisait, c'est j'avais une vénération pour Madame Rohart. C'est une femme que j'admirais vraiment beaucoup. Est-ce qu'il avait une vengeance personnelle à exercer à l'égard de Rohart? Ça, c'est... je pense que lui seul connaît la réponse. Hein. La bande magnétique, enregistrée 1 an avant le drame, fournit le mobile d'un crime. L'enquête s'oriente non plus vers un accident, mais vers un meurtre. Armand Rohart devient le suspect numéro 1. L'affaire Rohart débute comme un véritable polar. Avec ce personnage hors du commun, Karl Jacob, caricature du légionnaire, un de ces hommes au passé trouble et qui alimente les fantasmes. Et puis il y a cette bande magnétique, aux dialogues accablants qui désigne Armand Rohart comme le coupable. En un siècle, seuls 2 maires en France ont été poursuivis pour homicide volontaire. Le feuilleton Rohart va désormais rythmer la chronique de l'époque, sa personnalité intrigue. En 1967, Peuplingue est un village agricole dominé par quelques grandes familles terriennes. Niché au-dessus de la côte d'Opale et cerné par les champs de betteraves, Peuplingue vit au rythme des récoltes. Parmi les dynasties locales, le clan Rohart est présent sur ces terres depuis plus de 3 siècles. Fils cadet, Armand Rohart a dû tout prouver, tout monter de ses propres mains. Il est le maire du village depuis 1948. Lors de sa première élection, il devient à 28 ans le plus jeune maire de France. Père de 4 enfants et marié depuis 20 ans, il a fondé un empire local. La bien bâtie est sa fierté, son exploitation compte 120 hectares, 10 000 poulets et emploie jusqu'à la moitié des habitants de Peuplingue. Il faisait travailler beaucoup de monde. Dans le temps, c'était une tête. C'était le maire, le notable du village. Oui. C'est un homme à la fois admiré, respecté, craint. Et je crois que tous ces sentiments jouaient. Il faut rappeler qu'il y avait eu des élections municipales 2 mois avant, et Rohart avait été réélu avec 85% des voix. Donc c'était quand même un maire qui tenait vraiment sa commune. Armand Rohart se comporte comme un seigneur sur ses terres. Il tient avec poigne ses administrés, pour la plupart ses propres employés. Les époux boulangers, salariés des Rohart, se souviennent de l'autorité du notable sur son exploitation. Il fallait bosser, hein. Ah oui. Hein? Un coup, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais dans les pommes, non, dans les fraises. Hein? On cueillait les fraises. Et puis il était là, il se cachait pour voir qu'est-ce que... Puis un coup, moi, je prends une fraise, je mange. Hein? Il vient sur moi, il dit alors, il dit... Ils sont bonnes, mes fraises? Ah ouais? Ben, je dis, pourquoi? Ben, il dit, tu manges mes fraises? Ben, je dis, j'ai le droit de les goûter, monsieur. Ben, il dit, t'as pas le droit du tout, qui me répond. Non, d'abord, t'es terrible. Si. Nous, moi, je ne l'aimais pas. Hein. Ah non, j'aimais pas. Ah non. Face à ce maître craint, son épouse, Jacqueline, est considérée comme une sainte.
Tout ce qu'on peut en dire, c'est que bon, elle savait parfaitement que Rohar avait eu une liaison avec Odile, qu'elle s'était résignée. C'était une femme apparemment très croyante. C'était une catholique fervente et pratiquante, à la mode traditionnelle. Hein. On est encore dans les années 60. Hein. Je crois que c'était une dame très respectée, manifestement. Hein. D'où le sentiment que tout de suite, évidemment, dès qu'on a appris la mort dans ces circonstances, immédiatement tout le monde s'est reporté vers Rohar. Vous savez, quand elle s'est fait opérer, la madame Rohar, elle a il a porté un gâteau et une bouteille. Ouais. T'es gentil. Pour le faire. Oh, t'es gentil. T'es gentil, ça veut. Brave femme. Hein. Elle a eu plusieurs opérations. Ouais. Oh, moi, j'en ai eu 12. 12 opérations, ouais. Elle a eu. Ouais. T'es gentil, mais l'homme, là. Ouais, c'était lui chef du village, hein. Ah, ça, c'était lui le chef, hein. Un chef qui s'accorde jusqu'au droit de cuissage sur ses terres. Armand Rohar est connu pour ses multiples liaisons extra-conjugales, en particulier sa jeune servante Odile Vissoc. C'est un seigneur, c'est un chef, il est hargneux, il ne tolère pas la contradiction. C'est un seigneur, c'est vraiment un seigneur, un hobereau. Je dirais un hobereau. Le père d'Armand Rohar avait, paraît-il, une devise, c'était Armand Rohar au-dessus de tous, Armand Rohar au-dessus de tout. Hein, et je crois que Rohar s'inscrivait dans cette tradition. En ce mois de juin 1967, Peuplingue vit comme un village à part, placé sous la coupe d'Armand Rohar. C'est typiquement, si vous voulez, le patriarche. Hein, bien qu'il ne lui ressemble pas du tout physiquement, c'est Jean Gabin. C'est Jean Gabin dans certains de ses rôles. Quand un homme comme ça commence à avoir des problèmes, pour un certain nombre d'administrés, c'est un certain moyen de libérer peut-être des ressentiments, des jalousies, des choses comme ça. Après la lecture de la bande magnétique, acculé par les charges qui pèsent sur lui, le notable est inculpé d'assassinat. Encadré par les inspecteurs, Armand Rohar participe à la reconstitution sur les lieux du drame et donne sa version des faits de ce 9 juin 1967 face au commissaire Hainaut, sceptique. C'est un peu avant 15 heures que j'ai proposé à ma femme d'aller prendre un bain. Nous nous sommes pris par la main. La mer était très calme. Mais vous ne savez pas nager. Non, et ma femme non plus. Nous avions de l'eau jusqu'à la ceinture. C'est alors que ma femme a coulé. Elle a disparu sous l'eau, j'ai tenté de la rattraper, puis une grande vague est arrivée. J'ai dû lâcher prise. Une grande vague? Mais vous dites que la mer était calme. Je ne sais plus. J'ai battu en retraite, après je ne sais plus. Mais cette inconscience de près de 6 heures sur la plage, c'est tout de même étonnant. Quand je me suis réveillé 6 heures plus tard, il faisait nuit. Je n'avais plus de force. Je suis incapable de vous dire comment je suis arrivé en voiture jusqu'à la ferme de mon ami pour alerter les secours. Pendant 6 heures, on ne sait pas ce qu'est devenu Armand Rohar. Rapidement, Armand Rohar passe du statut de veuf à celui de notable assassin. L'affaire occupe la une des journaux. Peuplingue est envahi par une horde de journalistes. Ah, il y avait du monde qui venait au village, hein. Ça c'est certain, de toute la France. De toute la France. Je vous dis, le dimanche, j'ai suivi l'enterrement, c'était fou, à Peuplingue. Même les gendarmes, ils faisaient la circulation. C'est des petits trucs qui restent, hein. La rumeur et les soupçons l'emportent dans le village. Armand Rohar arrêté, les langues se délient. Le maire, l'imposant propriétaire terrien, le seigneur de Peuplingue, ses administrés peuvent enfin en parler. Chacun y va de son souvenir, accablant pour le maire. Patrick de Estrue a racheté la ferme La Bien Bâtie. Il a recueilli les confidences des anciens employés comme Victor, le dernier à avoir vu Jacqueline Rohar en vie. Victor, moi je l'ai connu, il m'a toujours dit on a l'impression qu'elle n'était pas elle-même quand je l'ai croisée sur le bois de porte pour demander, comme d'habitude, un verre d'eau. D'habitude, elle me dit toujours un mot gentil, elle vient m'apporter mon verre d'eau, là, elle m'a pas parlé et elle m'a pas... Donc je suis allé moi-même chercher mon verre d'eau
Et de là, ils sont partis en voiture et c'était pas son comportement habituel. C'est toujours ce qu'il m'a dit. Qu'on dit, si Madame Roire, elle aimait pas l'eau et puis qu'elle était en maillot de bain, qu'elle allait prendre un bain, surtout à certains endroits comme là, les gens connaissant la région, c'est des courants où l'eau n'est pas toujours la plus chaude. C'est quand même bizarre, tout coïncide comme ça, quoi. Mais bon, ça, est-ce que les gens, en me le disant, ils avaient une haine derrière, ou s'ils me le disaient ils me le disent en confiance, je veux dire, quand on parle comme ça, est-ce que c'est vrai ou pas, ça, personne ne saura. À la noyade suspecte s'ajoute une série de détails troublants. Autant de mobiles à charge contre Armand Rohard. Il y avait aussi une belle histoire d'assurance. C'est un homme d'argent, c'est un agriculteur. Dans l'Artois, dans le Boulonnais, on aime bien l'argent. Et il avait contracté une assurance de 500 000 francs, je crois. Si sa femme venait à disparaître, la somme étant doublée si c'était un accident de voiture. Nous, on a cru que ça venait de l'assurance vie. Parce qu'il avait, paraît-il, qu'il avait fait, parce que dans le village, il y a toujours les ragots et tout, hein, et qu'il avait fait, il n'y avait pas longtemps, une assurance vie seulement sur sa femme. Nous, on a cru que c'était l'assurance vie. Hein. Au mobile financier s'ajoute le mobile passionnel. Armand Rohard aurait voulu refaire sa vie avec sa maîtresse, Odile Vissoc, une femme avec qui il venait d'avoir un enfant. Mais j'ai pas été étonnée. J'ai pas été étonnée qu'il l'a fait. Comme ça, il s'est dit, pour moi, je me débarrasse, comme ça, je vais pouvoir me marier avec... parce qu'elle n'était pas mariée, la fille. Comme ça, il serait marié avec. Il aurait eu une nouvelle femme. Il aurait une nouvelle femme. Une nouvelle vie. Il aurait fait une nouvelle vie. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de l'affaire Rohard le nouveau feuilleton à succès des pages faits divers. Un couple de notables brisés, une mort suspecte, une relation adultère, un accusateur énigmatique et une bande magnétique rocambolesque. Ah ben, le jour de l'enterrement, j'ai passé, moi. Et puis on a été à l'offrande. J'ai passé devant eux. Je les regardais, je dis « Assassin !» Les gens, ils disent « Bonsoir », il dit elle lui lance à plein figure. Il ne savait plus quoi. À l'église, je dis « Assassin !» Il était resté couac. Ah ouais. En attendant son procès, Armand Rohard est incarcéré à la prison de Boulogne-sur-Mer. Il a tout perdu. Son honneur, sa situation, sa fortune. Sa ferme, la bien bâtie, doit être vendue, ses enfants placés sous tutelle. Pourtant, derrière ces barreaux, il ne cesse de clamer son innocence et il jure qu'il s'agit d'une mort accidentelle. À quelques kilomètres de là, le village de Peuplingue se retourne désormais contre celui qui l'a longtemps inféodé. Le procès à venir s'annonce comme celui des petites gens contre le notable. Le 2 juillet 1969, 2 ans après la disparition de son épouse, le procès d'Armand Rohard s'ouvre aux assises de Saint-Omer. Menottes au poignet, l'air vieilli, l'homme qui descend du fourgon semble malgré tout avoir conservé son autorité. 1 an après les événements de mai 68, le procès Rohard s'annonce comme un procès de classe, un notable contre des villageois. Le public se presse, en nombre, les anciens administrés d'Armand Rohard sont venus assister au premier round d'un match qui peut s'achever par la chute du notable. La salle des assises à Saint-Omer, c'est une toute petite salle. C'est petit, c'est tendu de velours de Gênes, c'est-à-dire qu'il y a des grosses fleurs bordeaux. On dirait un salon. Là-dedans, les gens vont s'entasser. Et puis, il y a tout ce qui pèse sur Armand Rohard, parce qu'au fond, il y avait aussi beaucoup de jalousie de cet agriculteur qui employait la moitié du village. Les gens qui ne pouvaient pas parler venaient au moins pour entendre ce qui allait se passer. Au fond, c'est un peu comme dans le cirque romain, ils venaient pour la curer. Il y avait dans la salle, à l'extérieur du tribunal et dans la salle, une atmosphère de lynchage. Hein. Le procès Rohard est la grande affaire de l'époque. La simple présence de maître René Floriot, l'un des grands ténors du barreau, pour défendre Armand Rohard,
donne au dossier sa dimension ultramédiatique. Floriot vient juste de publier son ouvrage « Les erreurs judiciaires ». Le procès débute par le défilé des experts. Tous sont catégoriques sur les circonstances du drame. Les coups constatés sur le visage de Madame Rohar ont été portés avant la mort. On n'a pas retrouvé d'eau dans ses poumons. Pour moi, un noyé, c'est quelqu'un qui a de l'eau dans les poumons. Le coma de Madame Rohar était simulé. Quand je lui ai soulevé la paupière, elle résistait. Tout le monde vous le dira, c'est pas normal. On disait d'une part que elle était morte par asphyxie, hein, et pas par noyade. Et surtout, alors ça, bon, j'ai vu les photos, elle avait des coups énormes sur le visage. Elle avait le cartilage du nez écrasé, des bleus épouvantables sur la figure. Les médecins disaient que il était quasiment invraisemblable que ce soit ensuite, comme on l'a dit, le visage roulant sur les galets qui avait été abîmé de cette façon. Bon, apparemment, les différents médecins légistes y croyaient très très peu. Les pêcheurs, alors dans quelle mesure il faut leur faire confiance, n'est-ce pas, prétendaient que si vraiment elle s'était noyée à cet endroit, jamais le corps ne serait revenu sur la plage, mais que les courants l'aurait porté vraisemblablement jusqu'à Calais. Donc disons qu'il y avait tout un tas d'éléments, enfin un certain nombre d'éléments qui faisaient que la thèse de la noyade accidentelle était suspecte. Armand Rohar est sur la sellette, confondu par des experts qui donnent au tribunal une version des faits bien différente de la sienne. Armand Rohar a pu frapper son épouse au visage, d'où les nombreux coups. Puis il a très bien pu transporter le corps au pied de la falaise pour le cacher des regards, avant de le mettre à l'eau pour faire croire à la noyade. Il aurait ensuite simulé le coma durant plusieurs heures. Face à ses détracteurs et leurs dépositions accablantes, Armand Rohar garde son assurance. Mais tout est fait pour que je sois coupable. Je ne constate que ça. Hein? Et mon regret, c'est de ne pas avoir devant tous que je ne me sois pas défendu moi-même. Ça, c'est un regret, c'est sûr. Face aux accusations, Armand Rohar reste le même personnage qu'à Peuplingue. Un homme dur et impénétrable, capable d'encaisser autant d'éléments à charge. Il s'adresse au tribunal comme s'il dirigeait encore son conseil municipal. Et puis, le caractère d'Armand Rohar, c'était un être supérieur d'abord, un méprisant, un type hargneux, qui interrompait les gens, qui interrompait les magistrats, qui interrompait les avocats, ses propres avocats. Il interrompait tout le monde, il continuait d'être le maître à Saint-Omer. Et ça plaît pas beaucoup. Et 36 fois, on a entendu des hautes protestations de gens scandalisés. Le caractère d'Armand Rohar dessert sa défense, d'autant que face à lui, à la barre, se succède un grand nombre de ses anciens administrés, tous en mesure de prendre leur revanche face aux notables déchus. Épiciers, employés de la ferme, voisins ou jaloux, tous l'accablent. Parmi eux, le plus emblématique restera l'abbé Fenet, le curé de Peuplingue. L'abbé Fenet, c'est un petit curé de campagne. Il connaît tout dans le village. Il reçoit les confessions. Il sait tout. Et est-ce à cause de confessions ou à cause d'autre chose? Il ne pouvait pas supporter Armand Rohar. Et donc, ça a été l'un des principaux accusateurs. Au fond, il aurait bien voulu accabler Armand Rohar de tous les péchés du monde, même ceux qu'il n'avait pas commis. Les campagnes françaises sont riches de ces gens. Et cette soutane, je le vois encore, l'abbé Fenet, c'était une vieille soutane. Elle avait des reflets verdâtres, elle avait traîné, peut-être bien qu'il mangeait avec et qu'il mangeait malproprement, j'en sais rien. Elle n'était pas propre, cette soutane. Bref, c'était le vieux prêtre, le vieux curé, intégré dans sa campagne, dans son village, connaissant tout. Telle la statue du commandeur, l'abbé Fenet se dresse en dépositaire de la mémoire de Jacqueline Rohar. Un autre fantôme vient hanter les assises de Saint-Omer, celui du principal accusateur d'Armand Rohar, l'étrange légionnaire qui a emporté avec lui ses derniers secrets. Karl Jacob est mort quelques mois avant le début du procès. Seule subsiste sa fameuse bande magnétique. Le coup de grâce est sur le point de s'abattre sur le maire,
Si l'enregistrement ne peut être considéré comme une preuve, son écoute risque d'emporter l'opinion des jurés. Bon, tout le monde attendait ça, bien sûr, c'était le... en plus, je ne sais pas, ça devait être une des premières fois, peut-être, dans une salle d'audience, où on permettait d'entendre une bande qui, encore une fois, n'était pas une preuve. La bande magnétique, quand même, ça vous donne un grand frisson. Quand on l'entend, je l'ai entendu 2 fois, c'est 2 hommes qui sont en train de voir comment ils vont tuer la femme de l'un. Alors c'est plein d'onomatopées, c'est plein d'hésitations, de borborigmes, de o, vous croyez, peut-on, etc. Plein de points de suspension, je dirais, s'il s'agissait d'écrire. Et puis on parle quand même de tuer cette femme. Ah mais il y avait un silence pas possible. On aurait entendu une mouche voler. On allait entendre la preuve du crime. L'ambiance est lourde. Armand Roard reste à nouveau droit dans ses bottes, défendant bec et ongles son innocence et sa version de l'accident. Mais le plus accablant sera le comportement de ses propres enfants. Les 2 plus grands sont venus au procès, Marie-Françoise, 18 ans, et Armand, l'aîné, 20 ans. L'un des premiers à envisager la culpabilité de son père au lendemain du drame. Quand on est venu lui apprendre la mort de sa mère, avec précaution, encore une fois, parce qu'il était convalescent, on a prétendu que ses premières paroles, c'est « Est-ce que ça ne serait pas mon père qui l'aurait tué ?» Le témoignage de l'enfant qui a dit c'est papa qui l'a tué et il l'a fait pour de l'argent, ça, je suis désolé, mais c'est terrible, ça, qu'un enfant accuse son père. Si je me souviens bien, ils accablaient leur père, pas franchement, mais dans leurs propos, dans leurs suppositions, dans leur comportement. J'ai honte de le dire, mais c'est un peu un spectacle, hein, un procès comme ça. Et donc je regardais souvent Roard, et quand Roard regardait ses enfants, on voyait les enfants, c'était pas de la crainte, hein, mais les enfants se décomposaient, quoi, hein. 4 juillet 1969, la salle retient son souffle. Après délibération, le président annonce le verdict. Armand Roard est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il était très digne, mais vraiment, je me souviens d'un mouvement, une espèce de mouvement en arrière, comme un homme qui va chanceler, mais c'est un fort caractère, hein. C'était bien le verdict qui était attendu. La salle, cette petite salle, surchauffée, mais on avait entassé le plus de monde possible. Cette salle a applaudi quand il a été condamné à la réclusion criminelle, alors que la peine de mort existait encore. Ne l'oublions pas. C'était la réponse à tout ce qu'ils avaient dû endurer auparavant, mais il avait sauvé sa tête. Armand Roard emprisonné à vie, l'affaire semble définitivement close. Pourtant, le maire ne désarme pas. Foutu, non. Jamais. Parce que je suis innocent, que je défends ma famille, mon village. Ça, c'est certain. Non, c'est pas foutu. Avec Maître Floriot, il se pourvoit en cassation. Le jugement de Saint-Omer est cassé pour vice de forme. L'affaire Roard est relancée. 20 avril 1970, s'ouvre le second procès Roard aux assises de Douai dans le Nord. À nouveau, l'homme est attendu comme le lion qui sort de sa cage. Les habitants de Peuplingue laissent la place à d'autres curieux venus tout aussi nombreux assister à l'audience de celui que l'on surnomme le notable assassin. À Saint-Omer, c'était un public de ruraux. Douai, c'est près de l'île, c'est urbain. Et puis Douai, c'est l'ancien bassin minier, c'est des ouvriers, c'est pas des agriculteurs. Donc le public est différent. Mais très vite, on va retrouver cette ambiance de Saint-Omer
qui veut que le Seigneur, il faut l'abattre. Malgré sa précédente condamnation, malgré ses administrés et ses propres enfants qui l'ont tous accablé, malgré 1 an passé en prison, Armand Roard reste combatif. Il a vieilli, mais garde cette même volonté de faire reconnaître son innocence. Les mêmes experts vont revenir, les mêmes témoins vont revenir. On va refaire exactement le procès. Et il y avait une chose quand même très particulière, c'est l'avocat général, Monsieur Dorvling Carter, qui est si je me souviens bien, un Martiniquais, qui était féroce. Féroce. Il ne laissait rien passer, ni de Roard, ni du public. C'était lui là qui menait les débats, enfin c'était le président bien entendu, mais il était d'une ténacité, Dorvling Carter, et il ne laissait rien passer. Le bras de fer se joue désormais entre le notable et l'appareil judiciaire. Le procureur Dorvling Carter se fait le chantre d'une justice qui rattrape ceux qui auraient le tort de se considérer au-dessus des lois. Face à lui, Maître Floriot démonte les mobiles avancés pour faire émerger les premiers doutes. Pour l'avocat, la thèse du crime passionnel ne tient pas. La relation de son client avec Odile Wissock était terminée depuis 1 an. Dorvling Carter, c'est une machine à démonter. Il reprend tous les arguments, un par un. C'est un mécanisme d'horlogerie. Et à la fin, vous vous dites, il n'y a pas de problème, celui-là, on pourrait le condamner à mort. Et puis, c'est le dernier à parler, Maître Floriot. Alors, Maître Floriot, c'est un artiste, c'est un orfèvre. Il s'en fout, il se moque éperdument de ce qu'a dit Dorvling Carter, de ses constructions. Lui, il va chercher des petites choses. Il fait de la poésie au besoin. Des petites choses qui vont montrer que c'est impossible. Impossible. Et comme c'est le dernier à parler, eh bien vous vous dites, ça y est, il a jeté un doute. Après Dorvling Carter, c'était la peine de mort. Après Floriot, ça aurait pu être un acquittement. 24 avril 1970 à 22h, les jurés rendent leur verdict. Pour la seconde fois, Armand Roard est condamné à la prison à vie. Celui qui a le statut de premier officier de la police judiciaire dans son village, se croit-il encore au-dessus des lois en répétant sans relâche la même réplique? Je suis innocent, et j'irai, s'il le faut, à un 3e procès, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, Dorvling Carter se lève, il est habillé en rouge, il a de l'hermine au poignet, il se lève, il lève le bras, et il lui dit, vous irez peut-être en cassation pour un 3e procès, mais vous serez toujours le coupable. Aucune preuve formelle, aucun témoin direct du meurtre, juste une accumulation de circonstances douteuses et le fantôme d'un légionnaire auront eu raison du notable. Victime d'une erreur judiciaire? Ah oui, certainement. D'ailleurs, je l'ai assez dit. Hein. Je jure sur la vie de mes enfants que je n'ai porté aucun coup à ma femme. Ça, c'est... Oui. Je ne vous cacherai pas qu'à mes yeux, le mystère demeure. 35 ans plus tard, je n'ai toujours aucune certitude sur la culpabilité de cet homme. Je ne sais pas. On l'a condamné 2 fois. On lui a évité la guillotine, quand même. Armand Roard serait-il victime d'un verdict de classe? La disparition de Jacqueline Roard reste un mystère. Maison centrale de Melun, dans une cellule d'à peine 4 mètres carrés, avec le fardeau d'une double condamnation à perpétuité, Armand Roard n'est plus ni maire, ni riche exploitant, il est le détenu 1923. Pourtant, quelques mois après son incarcération, l'affaire rebondit à nouveau sur les lieux mêmes du drame. Le 10 août 1970, au pied de la falaise du Cap Blanc-Nez, la même où Jacqueline Roard a été découverte morte, on retrouve le cadavre d'un touriste allemand avec les mêmes caractéristiques. Aucune trace d'eau dans les poumons et le visage tuméfié. Pourtant, cette fois, on conclut à la noyade.
Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à ce moment-là, le drame de l'Allemand dont le cas était similaire aux nôtres, ne soit pas venu plus tôt, parce que ça, c'était une arme absolue. Oui, ça, c'est évident. Il était plus abîmé que Jacqueline. Ça, c'est certain. Jacqueline, tout ce qu'elle avait, c'était à fleur de peau. C'est le travail des vagues, ça. La découverte du cadavre allemand et les similitudes avec la disparition de leur mère installent le doute parmi les enfants Roard. Armand, Marie-Françoise, Didier et Maxime décident de reprendre eux-mêmes l'enquête pour vérifier une à une les charges retenues contre leur père. D'abord sur la plage, ils découvrent que les noyades sont courantes au pied de la falaise et que les cadavres portent souvent des ecchymoses au visage. Aux affaires maritimes du Cap Blanc-Nez, on dénombre une dizaine d'interventions par an. On peut se noyer à marée descendante au Cap Blanc-Nez, ce n'est pas si surprenant. Les courants sont déjà forts, même à marée descendante. La fatigue d'une personne et en plus l'effet d'hypothermie va rendre la personne inconsciente assez rapidement, sur quelques minutes, voire quelques heures, et la personne pourra se noyer. Alors, les traces sur le visage peuvent avoir des causes multiples. En tout cas, sur le Cap Blanc-Nez comme le Cap Griné, cette région dite des deux caps est très caillouteuse, très rocailleuse. Et le corps d'un baigneur est relativement proche du bord. En plus, marée descendante, le corps a très bien pu avoir été drossé sur les cailloux et provoquer ce genre de blessure. Les 4 jeunes détectives font procéder à une nouvelle autopsie du corps de leur mère. Le médecin légiste utilise la technique de la diatomée, c'est-à-dire la recherche de micro-organismes dans le corps. Une technique non pratiquée lors des 2 procès. Et là, surprise, le légiste retrouve une microalgue dans les poumons de la défunte. Jacqueline Roard se serait bien noyée. Il est clair que donc, pour le diagnostic de noyade dans des affaires sensibles, ne pas faire aujourd'hui cette technique de diatomée serait un oubli fâcheux, alors qu'il y a encore 20 ans, la technique n'étant pas totalement validée, on pouvait aisément s'en passer. Reste aux enfants à démonter l'une des pièces maîtresses de l'accusation, la fameuse bande magnétique. Le dialogue entre Armand Roard et le légionnaire sur les vertus du curare a pesé lourdement sur la décision des jurés. Un dialogue étonnant compte tenu de la personnalité d'Armand Roard. La bande magnétique. Vraiment, le curare en Iran, Roard, si supérieur, si bon, si maître, allez voir un type comme ça, se mouiller. Les enfants confient la bande au Conservatoire des Arts et Métiers. Le professeur Alain Didier s'appuie sur le rythme du tic-tac de l'horloge présente chez Carl Jacob durant l'enregistrement. Il arrive à démontrer que ce rythme est cassé à 4 reprises. Il y aurait donc eu 4 coupes sur la bande. Jacques Foiret, son assistant, se souvient des révélations de la pendule. Une horloge bien réglée, c'est une base de temps finalement, une base de temps acoustique. Cela veut dire que, automatiquement, si la bande a été truquée, il est impossible que la personne ne réajuste les cadences des battements de l'horloge pour avoir encore la seconde ou la demi-seconde. C'est pas possible. Donc il a dû entendre toc au lieu d'un toc régulier, toc, toc, comme le métronome le fait en ce moment. Il a peut-être pu entendre toc, toc. Ou au contraire, toc, puis un autre toc très long, très, très longtemps après. Une bande magnétique truquée, une noyade de plus en plus vraisemblable, Armand Roard dirait-il la vérité depuis ce 9 juin 1967 ? Au cours des 2 procès aux assises, les experts ont été catégoriques. La contre-enquête des enfants Roard prouve que ces expertises sont toutes démontables. Les experts ont joué un rôle vraiment considérable au cours de les différents témoignages. Tous étaient très formels et tout
toutes les expertises allaient dans le même sens. Il peut l'avoir tué et il peut ne pas l'avoir tué. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais ça veut dire que j'ai des doutes, que j'ai des incertitudes, là encore, et que réclusion criminelle à perpétuité, c'est cher payé s'il ne l'a pas tué. Or, on lui a donné ce verdict à 2 reprises. Le deuxième confirmant le premier, c'était fini. Les témoignages des experts ont pesé lourdement dans la condamnation d'Armand Rohard. Se sont-ils trompés? Leur interprétation du drame a peut-être été la source d'une erreur judiciaire. Le doute aurait dû bénéficier à l'accusé, comme la loi le prévoit, pas pour Armand Rohard, pas pour cet homme dont certains villageois voulaient la perte. La contre-enquête menée par ces enfants renverse leurs convictions. Ils sont désormais convaincus de l'innocence de leur père et demandent la révision. Pour un 3e procès, ce qui serait une grande première dans les annales de la justice française. Le 24 juillet 1974, les enfants Rohard organisent une conférence de presse à Calais pour rendre publics les résultats de leur enquête. Marie-Françoise, alors âgée de 23 ans, devient la porte-parole du groupe. Le professeur de Robert, professeur de médecine légale à Paris, a déposé un rapport au mois d'avril 1974 qui éclaire d'un jour entièrement nouveau les conditions de la mort de maman. En effet, les conclusions de cette consultation ne laissent aucun doute sur un fait qui avait été contesté. Maman est morte à l'occasion d'une baignade. Le ministre de la Justice va bientôt avoir à se prononcer sur la pertinence de ce fait nouveau et sur l'opportunité de transmettre le dossier à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de nos efforts et attendons aujourd'hui cette décision avec confiance. Les 4 enfants Rohard choisissent de médiatiser leur combat. Ils font appel à un jeune avocat, l'un des plus prometteurs de sa génération, maître Thierry Lévy, pour porter la demande de révision auprès de la chancellerie. Engagé à gauche, Thierry Lévy débarque de façon inattendue dans un dossier où il faut défendre le notable, le puissant, peut-être victime de son seul statut. C'était des enfants, surtout la fille d'Armand Rohard, très déterminés à démontrer l'innocence de leur père. Et ce qu'il y avait de très perceptible, c'était le lien fort qui les unissait et une solidarité qui n'allait pas être affaiblie par les obstacles, au contraire. L'obstacle pour les enfants Rohard sera de convaincre une institution inflexible de revenir sur une décision qu'elle a prononcée à 2 reprises. Dans sa cellule de la prison de Melun, Armand Rohard reprend un à un les mobiles avancés contre lui dans son cahier de détenu. Scrupuleusement et avec acharnement, pour légitimer sa version des faits. J'estime qu'il n'existe désormais plus aucun doute sérieux à opposer à notre demande de révision. La pugnacité d'Armand Rohard aura fini par emporter l'adhésion de ses enfants, mais c'est la justice qu'il faut convaincre. Aucun de nous n'a cessé d'aller voir notre père en prison. Ces visites nous ont permis de prendre connaissance de ses notes, dans lesquelles il met en évidence les incohérences de certains témoignages. Notre mère est bien morte au cours d'une baignade. Cela prouve que notre père a dit la vérité. Nous voulons que son innocence soit judiciairement reconnue. Après 7 ans de combat, les enfants Rohard apprennent une terrible nouvelle. Le 15 décembre 1977, le ministre de la Justice, Jean Le Canuet, rejette leur demande de révision. Ce garde des Sceaux est inflexible. Il refusa même la grâce du dernier guillotiné en France, Christian Ranucci. Et ça a été un drame parce que ces enfants qui n'ont pas douté de l'innocence de leur père, cet homme qui s'est battu très énergiquement pour sauver sa famille, ont été tous broyés par la justice. Sa position de notable aura lourdement desservi Armand Rohard lors des 2 procès aux assises et 10 ans plus tard pour sa demande de révision. Comme c'était un homme dont la personnalité était assez forte, qui pouvait passer pour autoritaire,
et qui d'une certaine manière l'était, qui était très directif, qui avait des responsabilités de maire, qui était l'exploitant agricole important du village de Peuplingue. C'était un peu le maître du village et le maître chez lui. On s'est dit que dans le doute, eh bien, la culpabilité devait l'emporter. On ne voulait pas... Mais je ne pense pas que les jurés aient considéré qu'ils avaient une certitude. C'est le doute, ajouté à la personnalité de Rohar, qui a entraîné ça. Mais le doute n'a pas permis d'obtenir la révision. Une fois de plus, depuis sa cellule de prison, Armand Rohar ne plie pas. Je suis au-dessus de tout ça. Hein. C'est dommage qu'ils aient fait de telles erreurs, mais enfin, je ne suis pas le premier. Il suffit de regarder derrière. J'accuse. Même Dominici. Comme un appel au secours, les enfants Rohar entament une grève de la faim durant une semaine. Leur dernier combat n'est pas vain, certains au ministère de la Justice n'y sont pas insensibles. Le combat qu'ils ont mené a été utile et que, à la chancellerie, on s'est mis à douter aussi. C'est ce que je disais, c'est-à-dire il y a des gens qui sont sensibles aux arguments de la raison, même au ministère de la Justice. Bon, on peut en trouver là-bas. Armand Rohar a été remis en liberté. Armand Rohar, c'était le maire de Peuplingue, une petite ville du Pas-de-Calais qui avait été condamnée à 2 reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa femme. Le 18 janvier 1980, Armand Rohar recouvre la liberté pour bonne conduite. Son incarcération aura duré 12 ans, alors que la loi prévoit une peine incompressible de 18 ans pour les condamnés à perpétuité. La chancellerie ferait-elle enfin jouer le doute en faveur du notable? L'affaire Rohar a-t-elle servi de prétexte à la justice pour montrer qu'il n'y a d'impunité pour quiconque, encore moins pour le premier magistrat d'un village? Une énigme reste entière. Que s'est-il passé le 9 juin 1967 à 15h30 sur la plage du Cap Blanc-Nez?